Merci. Eh bien, je passe la parole à Laure Caille. Voilà donc maintenant la deuxième table ronde est consacrée. Le titre exact, je vais le regarder. Les revendications des droits universels dans la région. Je le regarde pourquoi la région fait une unicité de ce qui est en fait très divers. La région, en l'occurrence, elle va avec nos intervenantes aller du Maghreb au Machrek, dans des pays où les relations entre l'État et la religion sont extrêmement divers et ne se limitent pas à simplement le constat d'une religion d'État, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs dans les trois pays. J'aimerais dire que cette région, finalement, très vaste, très diverse, très difficile à caractériser dans une unité, en particulier la sémantique du monde arabo-musulman me semble personnellement extrêmement réductrice, puisqu'elle réduit encore une fois les habitants et surtout les habitantes de ces pays à une identité culturelle qui serait strictement cultuelle. Et je préférerais dire, vu nos trois intervenantes, du monde arabo-berbère en ce qui les concerne. Et par conséquent, nous avons choisi trois pays qui n'ont pas connu ce qu'il est convenu d'appeler les révolutions ou les printemps arabes, bien que là encore le terme soit extrêmement réducteur, puisqu'il semblerait que rien ne se soit passé à l'extérieur des pays dont il est convenu de définir comme ayant été l'objet ou l'acteur de printemps arabe. C'est très réducteur parce qu'il est faux de penser que parce que les médias s'y sont moins intéressés dans ces pays, il ne s'est rien passé pendant toutes ces années et nous allons le voir, j'en suis absolument sûre. Et je voudrais très rapidement conclure cette introduction en rappelant l'intervention de Mme Lalem qui a bien souligné combien deux aspects, à savoir la laïcité, les droits des femmes, qui devraient être une telle évidence que ça ne devrait pas poser problème et qui malheureusement dans la réalité des faits pose encore deux problèmes de cohabitation, de réseaux, de militantisme qui trop souvent encore s'ignorent l'un l'autre, en tout cas ne se connaissent pas assez. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est le terme d'avachissement que Jean-Claude a utilisé, qui me paraît parfaitement adapté et parfaitement doit nous inquiéter. Et nous allons avoir des femmes, comme nous avons eu les intervenants et intervenantes précédents, qui nous ont montré combien eux ne s'avachissent pas, combien il est essentiel, et elles nous montrent l'exemple. Et donc je vais immédiatement leur donner la parole. Bien sûr. Alors, je fais juste une petite communication, puisque nous avons parmi nous Madame Nathalie Pile, qui est secrétaire générale de la délégation interministérielle à la Méditerranée. Et nous la remercions vivement, je ne sais pas où elle est. Merci voilà, Madame. Nous sommes très, très sensibles à votre présence et nous remercions le gouvernement français que vous représentez d'appuyer notre action. Je vous remercie. Donc, je vais donner la parole à Madame Rosemarie Massad Chahine. Madame Chahine, vous êtes docteur d'État en philosophie, mais avez également une spécialité en psychologie et en sociologie. Vous avez été chargée de recherche sociologique au Centre d'études sur le monde arabe moderne de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Vous êtes actuellement professeur de philosophie et de psychologie à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université libanaise, la vice-présidente de l'Association libanaise pour la culture psychologique et cofondatrice de l'association Familia, qui se définit comme aide aux couples en difficulté, mais qui veille notamment à ce que dans une possible réconciliation, ou en tout cas dans une séparation, les droits des femmes et des enfants soient préservés, ce qui, comme votre intervention entend le montrer, je pense, n'est pas qu'une problématique interpersonnelle dans le contexte du, ou plutôt des, droits libanais. Cette articulation obligée entre les droits individuels et collectifs est au centre de nombre de vos communications, de vos articles, de vos publications diverses, dans le domaine de la psychologie clinique que celui des identités culturelles et de l'organisation sociale du Liban. Vos travaux montrent en effet l'imbrication de ces divers niveaux d'analyse dans la société multiconfessionnelle qu'est le Liban. Et dans le même esprit, vous animez des conférences, des tables rondes télévisées concernant notamment la violence domestique,
les lois civiles et les lois confessionnelles au Liban et leurs incidences sur le mariage, les droits matrimoniaux, les droits de la femme et de l'enfant, et plus généralement sur les droits universels. Madame Chahine, vous avez la parole. Je remercie Madame Kay, je remercie Madame Laborde d'avoir donné aujourd'hui au Liban l'occasion de dire son mot dans le cadre de la laïcité qui est un grand espoir pour les jeunes et pour la femme libanaise. Laïcité et confessionnalisme, deux antinomies qui caractérisent la réalité sociopolitique libanaise. D'une part, le confessionnalisme politique et social constitue la trame de base de la société, et d'autre part, les tentatives incessantes de laïcisation témoignent d'une prise de conscience par la population de l'ineptie de vivre au sein d'une république démocratique cette dichotomie entre l'appartenance confessionnelle et la citoyenneté nationale. Le Liban est un pays multiconfessionnel. 21 communautés religieuses se côtoient et se partagent le pouvoir proportionnellement à leur importance démographique. La constitution libanaise, qui fut proclamée en 1926 sous le mandat français, La Constitution libanaise, qui fut proclamée en 1926 sous le mandat français, garantit dans ses articles 7, 8, 9 et 13 l'égalité de tous les citoyens et la liberté de conscience, de pensée et d'expression, mais affirme paradoxalement dans l'article 95 que les différentes communautés doivent se partager d'une manière équitable et selon leur importance démographique les différents ministères et les postes de la fonction publique. Cependant, le confessionnalisme ne se limite pas au niveau politique, malheureusement, mais s'étend sur l'ensemble de la vie sociale, du fait que les lois du statut personnel et le régime matrimonial sont confiés aux différentes communautés, ce qui fait qu'au Liban, nous avons 21 tribunaux religieux ayant chacun sa propre législation. C'est riche. Mais ce même article 95, qui impose le système confessionnel, préconise en même temps, et c'est là qu'est notre espoir, la formation d'une commission chargée de remplacer le confessionnalisme par une nouvelle formule du partage du pouvoir et de la fonction publique fondée sur la compétence et non sur l'appartenance communautaire. Ainsi, le confessionnalisme politique fut, dès le départ, institué en tant que formule provisoire, et sa suppression est même considérée par la Constitution comme, je cite, un but national essentiel pour la réalisation duquel il faut œuvrer. Mais malheureusement, toutes les tentatives d'atteindre ce but se sont avérées sans succès. Et le confessionnalisme qui perdure sous toutes ses formes est considéré aujourd'hui comme l'une des plus grandes causes de la crise politique sociale au Liban. Le problème le plus important qui en découle est le conflit permanent entre les différentes communautés pour le partage des ministères, chacune visant les postes qui lui confèrent le plus grand pouvoir. Et du point de vue sociologique et idéologique, le confessionnalisme, par l'idéologie qu'il véhicule, empêche la prise de conscience de l'identité nationale du fait qu'il favorise l'appartenance au groupe religieux au détriment du sentiment de citoyenneté et d'appartenance à la nation. Donc ça devient un facteur de désunion. Le régime matrimonial. D'après la Constitution libanaise, les lois du statut personnel concernant les mariages, les divorces et les droits de succession sont du ressort des autorités religieuses de chaque communauté. Cependant, en 1936, un arrêté, l'arrêté numéro 60, fut promulgué sous le mandat français, rendant possible d'une part la création d'une communauté de droit commun à laquelle peuvent adhérer ceux qui désirent abandonner leur communauté de naissance, et d'autre part autorisant le citoyen à contracter un mariage civil hors du Liban, ce qui a encouragé des milliers de couples libanais à conclure un mariage civil à l'étranger. Mais le mariage civil ne résout en rien le problème résultant des contradictions entre les différents tribunaux. Et les couples mixtes qui ont essayé d'échapper au régime matrimonial communautaire en optant pour le mariage civil se sont vite sentis rattrapés par les lois successorales. Pourquoi ? Parce que le mariage civil est reconnu dans sa forme, mais pas dans son contenu. Donc toutes les lois continuent à être différentes, mais on reconnaît sous sa forme le mariage civil. Donc depuis 1951, on assiste à plusieurs tentatives d'imposer le mariage civil obligatoire. Mais à chaque fois, les projets présentés, il y a eu des projets par des ministres de l'Intérieur, même par le président de la République en 1997, mais à chaque fois, les projets sont rejetés par la majorité des communautés religieuses musulmanes et chrétiennes, ainsi que par certains leaders politiques. Cependant, on a eu une percée
qui fut enregistré en avril 2013, lorsque le ministre de l'Intérieur fut obligé de reconnaître le mariage civil contracté, le premier mariage civil contracté sur le sol libanais. Alors, pour faire valider leur mariage, les fiancés ont rayé la mention de leur communauté, sunnite pour l'un et chiite pour l'autre, des registres de l'état civil, et leur mariage, même contracté sur le sol libanais, fut légalement reconnu suivant l'arrêté 60 de 1936. Ce fait exceptionnel va certainement faire jurisprudence, mais cependant, le droit au mariage civil n'est pas pour autant acquis, parce que les couples mixtes qui vont tenter de forcer ce droit risquent en contrepartie de perdre leurs droits successoraux tant qu'il n'y a pas encore une loi civile unifiée pour le statut personnel. Les droits de la femme dans le mariage. Du fait de l'héritage tribal et des traditions sociales patriarcales, la femme libanaise sent toujours que le mariage se fait au détriment de ses droits. Elle doit toujours renoncer en partie à sa carrière, du fait que la carrière du mari est toujours socialement considérée comme plus importante. Par ailleurs, plus du tiers, pour ne pas dire les 2/3, des femmes mariées sont victimes de violences conjugales. En juillet 2013, le décès d'une jeune femme de 32 ans battue à mort par son mari provoque l'indignation des organisations féminines qui dénoncent le statut de femme-objet et brise enfin le silence des femmes battues qui se taisaient et se résignaient par honte et par peur. Donc il y a eu plusieurs témoignages à la télévision, à la presse, donc ça, si vous voulez, étaler tout le problème. Les différentes organisations féminines ont en outre organisé également en 2013 une série de sit-ins et de manifestations dénonçant la discrimination sexuelle qui se manifeste à travers le viol conjugal, qui n'est pas encore reconnu comme un délit, l'absence de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, l'impossibilité pour la femme libanaise de transmettre sa nationalité à son mari et à ses enfants lorsqu'elle épouse un non-libanais et même si elle vit au Liban, et l'interdiction de l'avortement, ce dernier n'étant toléré que dans le cas où la vie de la mère est en danger. Toutes ces discriminations ont valu au Liban la 16e place sur 22 dans le classement fait par la fondation Thomson Reuters dans une étude réalisée en 2013 sur les droits de la femme dans les pays arabes. Les progrès réels en matière de droits de la femme concernent le droit de vote qui lui fut accordé dès la Constitution de 1926, l'égalité des droits de succession entre l'homme et la femme, mais uniquement pour les communautés non musulmanes, et ceci depuis 1959, le droit d'éligibilité au Parlement depuis 1953, le droit de circuler et de voyager sans l'autorisation de son mari depuis 1975, le droit de pratiquer le commerce sans l'autorisation de son mari depuis 1994, et l'abolition en 2011 du crime d'honneur, qui, longtemps légitimé, est désormais considéré comme crime pénal. Enfin, un projet de loi sanctionnant la violence conjugale est proposé en 2013, attend sa ratification par le Parlement. Mais nous sommes sans gouvernement depuis 9 mois à cause justement du partage des fonctions, de la fonction publique et des ministères entre les différentes communautés. En cas de divorce, le régime matrimonial des différentes communautés religieuses est basé sur le principe de la séparation des biens. De ce fait, la femme se voit dépouillée de tout bien et peut même se retrouver à la rue après le divorce, dans le cas où elle aurait totalement sacrifié sa carrière pour assurer une disponibilité conjugale et familiale. De plus, du fait de la dévalorisation de son capital scolaire et universitaire, elle se voit souvent dans l'impossibilité de bénéficier d'une réinsertion professionnelle et doit alors se contenter de travaux précaires. D'un autre côté, la pension alimentaire accordée par les différents tribunaux est le plus souvent en deçà du coût de plus en plus élevé de la vie à cause de l'inflation. Il y a quelques mois, et pour la première fois au Liban, une femme magistrat qui devait trancher dans un cas de divorce condamne le mari et pour la première fois devant un tribunal civil et non religieux à assurer un logement décent à son épouse. Cette sentence va certainement créer une jurisprudence qui, nous l'espérons, favorisera un jour la promulgation d'une loi civile défendant les droits et les biens de la femme en cas de divorce. Car seules des lois civiles fondées sur le principe de l'égalité des sexes et auxquelles se soumettraient tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance confessionnelle, pourraient assurer la réhabilitation sociale, judiciaire, morale et psychologique de la femme. Or, il est évident que la promulgation de telles lois ne peut se faire que par la présence effective de femmes au Parlement. Or, d'après le rapport annuel du Forum économique mondial, le Liban occupe, j'ai honte de le dire, la 133e place sur 136
pour la participation de la femme à la vie politique. Le Parlement libanais ne comprend aujourd'hui que 4 femmes députées sur un total de 128 sièges et il n'y a aucune femme ministre dans le gouvernement actuel. Ainsi, même si la femme libanaise a accès au même système éducatif, scolaire et universitaire que les hommes, 53% des diplômés universitaires de haut niveau, DEA et plus, sont des femmes. Et même si elle a déjà prouvé sa capacité à occuper des postes importants dans les entreprises et la vie économique, elle est toujours victime de discrimination dans le domaine politique. L'instauration de la parité dans ce domaine semble même impossible, dans le cadre du confessionnalisme politique et des traditions patriarcales. En effet, d'un côté, les différentes confessions se soucient bien plus des quotas entre les communautés que de la candidature des femmes, et de l'autre côté, la vie politique est dominée par des familles politiques, je dirais même des dynasties, pour lesquelles seuls les héritiers mâles ont une réelle chance d'être élus. Et il est important de noter que la plupart des femmes qui ont eu accès à la scène politique sont les veuves ou les filles de députés, de ministres ou de présidents assassinés et appartenant à ces familles. Voilà. Cependant, on assiste depuis une dizaine d'années à une plus grande participation de la femme au niveau de la gouvernance locale à travers les conseils municipaux où elle a prouvé sa capacité à participer activement au développement local. Et le gouvernement italien propose actuellement un projet visant l'implication de la femme dans la vie publique et propose notamment une campagne médiatique pour pousser les partis politiques à présenter la candidature de femmes aux prochaines élections. Un tel projet est sans doute louable, mais quelles sont les chances réelles du succès des femmes aux élections législatives s'il n'y a pas encore un système de quotas féminins adopté par ces élections? Conclusion, y a-t-il déjà un printemps pour la femme au Liban? Tous les faits cités ci-dessus, ainsi que toutes les revendications concernant la parité, témoignent que la mentalité est en pleine mutation. De plus, les mouvements de jeunes revendiquent également, avec de plus en plus d'insistance, la conformité des lois qui régissent l'État et la société aux normes universelles de liberté et d'égalité entre les citoyens. Mais les lois sont-elles suffisantes pour asseoir l'État de droit et la citoyenneté? Le Liban a besoin aujourd'hui plus que jamais de cimenter son unité nationale pour échapper au péril et survivre. Or, seul le sentiment de citoyenneté renforcé dans le cadre de la laïcité pourrait rendre possible le dépassement des conflits intercommunautaires et la mise en avant de l'appartenance nationale et non de l'appartenance confessionnelle. Mais pour que cela soit possible, il faudrait adopter la laïcité comme valeur nationale et universelle, nationale comme facteur de base pour la réalisation de l'unité nationale et universelle par ses lois conformes à la raison universelle du droit. Considérer la laïcité comme valeur dynamique dans les changements sociopolitiques et dans la sauvegarde de l'égalité des citoyens et de leur liberté de croyance. Promouvoir l'insertion de la femme dans les affaires publiques et politiques. C'est alors que l'on pourra parler d'un véritable printemps libanais, qui ne consiste pas à renverser un régime totalitaire que le Liban n'a jamais connu, mais à remettre en marche une démocratie instituée depuis 1926, mais inhibée et sclérosée par le confessionnalisme politique et social et déchirée par des conflits intercommunautaires, il est vrai, mais sans cesse attisés de l'étranger. Merci. Merci beaucoup, Rose-Marie, de ce panorama extrêmement complet et dense et d'avoir respecté également cette contrainte que nous imposons de temps. Je vais maintenant passer la parole à Zineb El Razaoui, qui est marocaine, qui est, comme vous le voyez, très jeune, mais comme la valeur n'attend pas le nombre des années, elle s'est engagée déjà dans le groupe Ma Sayaminch, ce qui veut dire en arabe dialectal marocain « nous ne jeûnons pas », donc des déjeuneurs, le premier groupe des déjeuneurs, déterminés à défendre la laïcité par des actions non conventionnelles, en l'occurrence le droit de pouvoir manger, boire et fumer pendant le mois de Ramadan el-Karim. Membre de la coordination du mouvement du 20 février également. Cette année, l'année des printemps arabes, le Maroc a connu un mouvement de contestation beaucoup moins médiatisé, même pas médiatisé du tout, mais d'une force très réelle, avec des caractéristiques semblables, c'est-à-dire des jeunes et une implication très importante, un rôle très important des réseaux sociaux. Elle est donc, je l'ai dit, membre de la coordination de ce qu'il est convenu d'appeler le mouvement du 20 février.
Elle était journaliste au journal marocain, journal hebdomadaire, qui a été interdit en 2010, je crois, vous me corrigerez si la date est fausse, et elle est ensuite partie en Slovénie dans le cadre de l'ICORN, International Cities of Refugees Network, qui est un réseau international de villes qui accueille justement des écrivains ou des journalistes qui ne peuvent plus exercer dans leur pays. Vous avez été également cofondatrice du mouvement alternatif pour les libertés individuelles, le Mali. Vous êtes actuellement, vous vous définissez comme blogueuse. Je crois que votre blog est hébergé en France par lemonde.fr. Et vous êtes actuellement journaliste à Charlie Hebdo et vous avez activement participé au numéro satirique Charlie Hebdo. Je vous donne la parole tout de suite. Merci. Alors, juste, tout ceci est tout à fait vrai. Juste une rectification. En fait, le mouvement Mali ne militait pas uniquement pour le droit de manger, de jeûner, de manger publiquement pendant le Ramadan, mais aussi contre toutes les lois liberticides qui sont d'inspiration religieuse et aussi contre la peine de mort. Et en fait, sa première action, c'était d'organiser un pique-nique pendant le Ramadan. Il faut savoir que manger pendant le Ramadan ou boire de l'eau, est puni et passible de 6 mois de prison. Donc voilà, et c'était en 2009. En tout cas, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer en termes de droits des femmes, ce qui est un fait rarissime, on n'a pas souvent de bonnes nouvelles. Le maudit article 475 qui obligeait la femme violée à épouser son violeur a définitivement été abrogé. Donc, c'est une excellente chose, mais ça dit aussi où nous en sommes. Nous sommes à peu près dans quelque chose de médiéval, voilà, où une jeune fille qui est violée est obligée d'épouser son violeur. Et il a été abrogé suite au suicide de la jeune Amina Filali l'année dernière, une jeune fille de 16 ans qui trouvait cette situation insupportable et qui s'est jetée par la fenêtre. Donc voilà, cet article a été abrogé, mais en dehors de ça, pas grand-chose n'a changé. Nous avons encore une ministre de la famille et de la femme qui est une femme voilée, qui est pour le mariage des mineurs. Là, je parle de Madame Bassima Hkawi, membre du gouvernement du PJD qui a été élue le 25 novembre 2011, qui a bien dit que ça ne la dérangeait pas qu'une jeune fille de 14 ans puisse être mariée si elle était bien formée. Je comprends que ça veut dire si elle a une grosse poitrine. Voilà ce que pense la ministre de la Femme marocaine. Nous avons un ministre de la Justice et des Libertés qui s'appelle Moustapha Ramid, qui est polygame. Voilà. Donc beaucoup ici doivent pensent à raison d'ailleurs, qu'avec un gouvernement pareil, les femmes n'ont pas beaucoup de chance de voir leurs droits avancer dans la situation actuelle. Mais ce que je voudrais en fait apporter une vision un peu différente de cela. Les islamistes, on les connaît, on sait ce qu'ils valent, on n'attend pas d'eux qu'ils deviennent des laïcs du jour au lendemain ou bien qu'ils deviennent des féministes du jour au lendemain. On sait de toute façon que toute leur idéologie, toute l'entreprise politique, idéologique qu'ils mènent depuis des siècles, c'est celle de dominer la femme, et donc ce n'est pas eux qui viendront lui octroyer des droits. Je voudrais dire que nous, au Maroc, si nous en arrivons un jour à une confrontation directe entre les laïcs et les islamistes dans le cadre d'une constitution démocratique qui garantirait les droits de l'homme, qui garantirait les droits des minorités, qui garantirait une réelle égalité, ce jour-là, nous sommes assurés d'avoir gagné contre eux. Parce que contrairement à ce qu'ils disent, la majorité de la population, si elle a une foi du charbonnier, n'est pas du tout une population qui va les suivre dans des délires comme ceux que nous avons entendus tout à l'heure sur l'allaitement de l'adulte, ou enfin des choses qui relèvent de la psychiatrie. Donc, et par ailleurs, là où nous, les laïcs, nous avons des blocages vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'opinion publique, notamment par exemple sur la question de l'héritage, dans nos travaux de terrain en tant que féministes au Maroc, nous avons à maintes reprises constaté que même le citoyen lambda, le chauffeur de taxi marocain, le père de famille lambda, lorsqu'il a une fille, eh bien, il est disposé à entendre parler d'égalité d'héritage, parce qu'aujourd'hui, le Marocain met sa fille à l'école, il paye pour elle, il paye pour son éducation
ce qu'il paye pour l'éducation du fils. Aujourd'hui, il a envie que sa fille travaille, s'en sorte et peut-être après se marie, mais en tout cas, on n'élève plus les filles comme il y a longtemps, uniquement pour qu'elles soient mariées. Donc aujourd'hui, le père marocain, en tout cas peut-être que quand il est frère seulement, il n'est pas pour l'égalité du mariage, mais lorsqu'il est père d'une fille, il est disposé à entendre parler d'égalité, et c'est le cas de nombreuses familles marocaines qui aujourd'hui contournent la loi pour pouvoir faire hériter les filles de leur père à part égale avec leurs frères. Alors, où se situe le blocage au Maroc? Où se situe le blocage? Est-ce que nous avons attendu le gouvernement du PJD pour avoir un blocage en matière de situation, en matière de droits des femmes? Moi, je dirais qu'il ne faut pas se voiler la face. Beaucoup d'entre vous ont probablement cette image du Maroc où nous avons un roi sympathique qui, lui, serait un rempart contre l'islamisme. Eh bien, voyons voir. On va voir, est-ce que c'est la vérité? En réalité, lorsque nous, les laïcs marocains, nous menons des actions en faveur de la laïcité dans ce pays, nous ne nous heurtons pas à l'oppression des islamistes, mais à celle du régime, à celle d'une police en uniforme qui vient nous arrêter et qui fait condamner les gens avec des lois du code pénal qui n'ont pas attendu les islamistes pour être votées. Pourquoi? Parce que la nature même du régime marocain est un réel paradoxe politique. La monarchie marocaine se définit elle-même comme une monarchie exécutive, c'est-à-dire qui exerce le pouvoir exécutif, mais qui est de droit divin, qui reçoit son pouvoir de Dieu et du prophète, qui reçoit le pouvoir du ciel et qui est sacré. Donc comment peut-on être exécutif? Exécutif en politique veut dire comptable de ses actes. Ça veut dire un principe de comptabilité vis-à-vis des citoyens. Mais en même temps, lorsqu'on est sacré, cela veut dire qu'on ne peut commettre l'erreur, puisqu'on est de droit divin. Eh bien, c'est la nature du régime marocain. Le roi du Maroc est commandeur des croyants, et le socle du pouvoir marocain, la légitimité du pouvoir marocain est assise sur cette dénomination, d'ailleurs, qui, je le précise, date de 1962 seulement. Hein. Elle ne date pas du Moyen-Âge, elle date de la constitution d'Hassan II, qui s'était autoproclamé commandeur des croyants, avec une constitution qui était rédigée par les Français à l'époque, d'ailleurs. Donc, le fait que le roi soit commandeur des croyants, c'est là que c'est le nœud même, c'est le lieu où nous avons... où la politique, où la religion entre en politique au Maroc. C'est-à-dire, c'est la légitimité du pouvoir. Si le roi n'était pas commandeur des croyants, eh bien, on ne comprendrait pas qu'il soit là de père en fils, avec un pouvoir absolu, avec des richesses absolues, etc. Ce qui justifie que c'est lui qui a le pouvoir exécutif, c'est qu'il est commandeur des croyants. Donc, dans quelle mesure peut-on poser la question de la laïcité dans un régime politique pareil? Dans quelle mesure on peut aborder même une sécularisation, puisqu'on ne parle même pas de laïcité au Maroc, pas en tout cas d'une laïcité à la française, mais au moins d'une sécularisation des institutions et des lois. Alors, le roi commandeur des croyants se présente comme un progressiste, en tout cas quelqu'un qui lutte contre l'islamisme radical. Mais comme je viens de l'expliquer, d'un point de vue institutionnel et politique, il est le premier islamiste du pays. Si l'islamisme, c'est le fait d'introduire la religion en politique, eh bien Mohamed VI, c'est le premier islamiste du Maroc. Cela dit, il y a deux choses en matière des droits des femmes qui sont importantes. Il y a d'abord la réforme du Code de la famille, la fameuse Moudawana marocaine qui a été faite en 2003. Et ensuite, il y a la réforme constitutionnelle de 2011. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je passerai rapidement sur la Moudawana de 2003. La Moudawana était le résultat de 30 ans de lutte féministe au Maroc, de femmes marocaines qui demandaient un certain nombre de droits, la fin de la répudiation telle qu'elle était exercée, c'est-à-dire il suffisait qu'un homme répudie une femme, ensuite elle était jetée dans la rue sans même ses enfants, s'il ne voulait pas lui donner, sans rien. Donc la Moudawana est venue réparer des injustices comme celle-ci,
Elle a mis fin à la répudiation sous cette forme-là, mais elle n'a pas non plus rétabli les femmes dans leurs droits. Nous sommes très loin d'une situation égalitaire. Le viol conjugal n'est pas reconnu non plus, pas d'égalité en matière d'héritage, pas d'égalité en matière politique, dans la mesure où les femmes n'ont toujours pas accès à la fonction suprême, c'est-à-dire le trône se transmet par primogéniture à l'enfant mâle. D'ailleurs, Mohamed VI a une sœur aînée, il faut le savoir, qui aurait dû peut-être être reine si nous étions dans quelque chose d'égalitaire. La femme marocaine n'a pas le droit d'épouser l'homme de son choix, c'est-à-dire le Marocain est un Marocain, mais la Marocaine est une musulmane. La Marocaine ne peut épouser qu'un homme musulman. En dehors du fait, en plus, que tous les Marocains naissent, ils sont assignés à une case religieuse à leur naissance, comme au Liban. On est soit musulman sunnite de rite malékite, soit juif. Ce sont les deux religions officielles. En dehors de ça, on ne peut pas être autre chose. Et moi, par exemple, qui suis athée, eh bien, je suis obligée d'être enterrée, de divorcer, de me marier et d'hériter comme une musulmane parce que j'ai été assignée à cette case religieuse et l'État ne reconnaît pas ni la conversion au christianisme, ni l'athéisme, ni autre chose. Voilà. Donc, cette réforme de la Moudawana a été une réforme octroyée par le roi, par le commandeur des croyants, qui avait d'ailleurs reçu, à la suite de cette réforme, toutes les femmes qui y avaient contribué, qui étaient en djellaba et foulard blanc, qui était quand même une image symboliquement assez contradictoire avec ce que l'on voulait faire passer. Et puis, il y a eu, encore une fois, en 2011, une réforme constitutionnelle, une constitution qui a été concoctée en 3 mois, par 19 personnes désignées par le roi, et qui a été par la suite votée à 98,6% de oui par un peuple qui ne l'avait même pas lu. Donc cette constitution est censée, c'est en tout cas ce qui a été dit en France, cette constitution est censée avoir établi l'égalité homme-femme. Le mot égalité y figure bel et bien, mais égalité dans le cadre des constantes de la nation. Alors, les constantes de la nation en français, nous on connaît le mot en arabe, c'est thawabit al-umma, les constantes de la nation marocaine. Pour qui connaît la nature du régime marocain, c'est la monarchie, l'islam et l'intégrité territoriale, c'est-à-dire la non-indépendance du Sahara occidental. Donc là, en l'occurrence, quand on parle de femmes, c'est d'islam qu'on parle. Donc égalité des femmes, égalité entre hommes et femmes dans le cadre de l'islam, si elle existait, on l'aurait su depuis 13 siècles. Donc rien n'a changé. En gros, rien n'a changé. La preuve, le trône se transmet toujours par ordre de primogéniture à l'enfant mâle, pas d'égalité en termes d'héritage, pas de loi sur le harcèlement sexuel dans les espaces, dans le cadre professionnel, ni dans les espaces publics, où c'est un véritable fléau. Je dirais même que c'est probablement le premier problème de la femme marocaine qui se fait aborder par n'importe qui en passant. C'est une maladie de société au Maroc, et elle n'a absolument aucun recours, à part la faire B, avancer les yeux baissés. Pas de transmission au conjoint, transmission de la nationalité au conjoint, mais aux enfants, ça a été acquis en 2003, contrairement au Liban. Et pour le viol, alors la législation du viol, si dorénavant on ne marie plus les femmes à leurs violeurs, il faut dire que lorsqu'on va dans les tribunaux marocains et que l'on regarde les listes des personnes qui passent en jugement, plus de 70% des femmes qui passent devant la justice le sont pour prostitution. Et on ne retrouve pas cette proportion-là chez les hommes qui, eux, il y a quand même beaucoup d'ivresse sur la voie publique pour les hommes, donc je suppose que ce sont les messieurs concernés, mais on le comprend. Donc, en tout cas, pour les femmes, comment ça se passe? Une femme violée au Maroc, lorsqu'elle arrive devant un tribunal, c'est à elle de prouver qu'elle a été violée. Il suffit parfois que le prévenu dise devant le juge qu'il l'a payé pour que tout de suite l'accusation se retourne contre elle, puisque le fait de porter plainte pour viol est un aveu d'avoir eu un rapport sexuel illégal. Et il faut dire qu'il y a l'article 490 du Code pénal marocain qui punit de prison toutes les relations sexuelles en dehors du mariage, et une peine qui peut aller jusqu'à 2 ans de prison. Et donc le fait de porter plainte est un aveu d'avoir eu un rapport sexuel avec le monsieur, et tout de suite elle est jugée donc pour prostitution. Donc voilà la réalité. Pour résumer, donc pour conclure, je voudrais dire que tant que nous avons un régime
qui tire sa légitimité du religieux, un régime qui fonde son pouvoir absolu de droit divin, son pouvoir qui est assez comparable à Louis XVI, c'est-à-dire qui est l'État, qui tire sa légitimité du religieux à Louis XIV. Est-ce que nous pouvons parler de laïcité et est-ce que nous pouvons voir la condition des femmes évoluer dans ce cadre-là? Et pour résumer, pour conclure, je voudrais reprendre ce que disait une personne tout à l'heure. Il faudrait surtout éviter de tomber dans le piège perpétuel qui est celui de chercher des choses dans l'islam qui nous permettraient de faire de la femme quelque chose de plus qu'une âme de chien ou de chat, puisque c'est ce qu'elle est malheureusement à mon sens. Tant pis si je choque dans l'islam, en tout cas elle vaut moins que l'homme, au maximum une moitié d'homme, et il faudrait dorénavant qu'on dise tout simplement qu'on trouvera la solution autrement, que l'islam reste dans les mosquées et que les droits des femmes avancent autrement. Merci beaucoup Zineb. Vous aurez remarqué que la conclusion de Zineb nous rappelle un ancêtre célèbre, Victor Hugo, puisqu'elle a dit les mosquées, enfin l'imam dans les mosquées, et non pas la République, la monarchie chez elle, et on ajouterait la République chez elle. Voilà, écoutez, nous avons la chance d'avoir donc avec nous, elle nous a fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous, Nathalie Pile, qui est secrétaire générale de la délégation interministérielle à la Méditerranée. Avec l'accord de toutes les intervenantes, on va lui donner la parole avec les mêmes contraintes de temps que nous avons. Merci Nathalie. Oui, excusez-moi. Ben oui, mais je sais bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bonjour à toutes, merci de me donner la parole quelques minutes. Je suis désolée de perturber l'organisation, mais c'est à votre invitation. Je voulais dire juste quelques mots. Je représente ici le gouvernement français, les services du Premier ministre, pour dire à quel point nous suivons avec beaucoup d'attention depuis plusieurs années les activités de ces deux associations, EGAL et la FEM, qui sont pour nous des associations... Pour nous, je dirais gouvernement français, puis pour moi en particulier, qui suis une haut fonctionnaire féministe, des associations qui sont très importantes dans le paysage français et méditerranéen. Donc je salue évidemment leur travail depuis plusieurs années, et puis je les félicite pour l'organisation de cette journée. Et depuis que j'écoute les interventions ce matin, je suis extrêmement impressionnée par le combat de chacune d'entre vous et la justesse de vos propos. Et puis, je trouve que ça donne à chacun d'entre nous beaucoup de mobilisation personnelle pour continuer ce qu'on fait au niveau aussi bien de l'État que du monde associatif. Je voulais aussi saluer le travail particulier de la FEM dans le cadre des travaux que l'on mène depuis plusieurs années dans le cadre euro-méditerranéen. Vous savez que les ministres se réunissent tous les 3 ans dans le cadre euro-méditerranéen, les ministres des droits des femmes. Et la FEM notamment a beaucoup travaillé et a beaucoup sollicité les gouvernements pour qu'on refuse le relativisme culturel dans les déclarations gouvernementales, et notamment qu'on fasse une place réelle à ce concept de laïcité, même s'il n'est pas expressément indiqué dans ces déclarations, en tout cas de façon très explicite et avec beaucoup de volonté de la part de ces militantes. Le relativisme culturel a une fois de plus été exclu de ce genre de déclaration. Donc au mois de septembre dernier, vous le savez sûrement, les 43 ministres des droits des femmes de l'Union européenne et de l'ensemble des pays méditerranéens se sont réunis à Paris et ont signé une déclaration d'engagement sur les droits politiques, économiques et sociaux des femmes. Et moi, je vous engage évidemment à regarder de très près si les engagements de ces pays sont tenus, puisqu'un mécanisme de suivi est prévu. Il n'est toujours pas mis en place. Donc, je pense qu'il faut aussi, interpeller les gouvernements sur la mise en place de ce mécanisme de suivi et régulièrement, chaque année, leur demander des comptes. Et je pense que aussi bien les deux associations qui sont ici organisatrices que les personnalités qui sont invitées chacune dans leur pays sont évidemment à même de mobiliser la société civile pour demander des comptes chaque année sur ces engagements.
Voilà, donc je voulais une fois de plus exprimer le soutien véritablement très important et vraiment inconditionnel des autorités françaises auprès de vos associations et surtout sur le combat pour la laïcité au sens où nous l'entendons, et on sait bien qu'il est mal compris puisqu'il est compris comme étant quelque chose d'anti-religieux dans beaucoup de pays. La laïcité, au contraire, évidemment, comme vous le dites depuis ce matin, le respect de chacun, mais le respect de chacun des territoires. Voilà, en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Je me permets d'ajouter vice-présidente de l'Assemblée des femmes Île-de-France. Voilà. La quatrième, donc plus la troisième, la quatrième intervenante est notre amie Sourad Baba Aïssa. Donc je vais brièvement, c'est difficile parce qu'elle a un parcours de militante assez fourni. Donc, vous êtes née en France de parents algériens et à l'âge de 23 ans, vous avez pris la décision de vivre en Algérie où vous êtes restée 5 ans. Vous avez activement participé à la campagne de 20 ans Barakat, c'est-à-dire 20 ans ça suffit, pour l'abrogation du Code de la famille, celui-là qui n'était pas la Moudawana, en 1984. Vous avez participé à la caravane venue du Sud, qui a mobilisé les femmes des deux rives de la Méditerranée contre l'intégrisme religieux et pour le respect du droit des femmes. En 2005, vous avez rejoint l'association Femmes Solidaires, mouvement féministe très connu pour défendre les valeurs fondamentales de laïcité, de mixité, d'égalité. Et vous avez également créé avec Femmes Solidaires, en janvier 2013, le réseau international féministe et laïque. Avec vos amis féministes, vous avez fondé l'association pour la mixité, l'égalité et la laïcité en Algérie, AMEL, qui signifie espoir, dont vous êtes la présidente. Vous avez également rejoint le Conseil des ex-musulmans de France, collectif qui, à l'instar, je crois, de son homologue britannique, milite pour la laïcité, la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'émancipation des femmes et des hommes. Vous êtes également membre du réseau d'éducation populaire pour sensibiliser, informer et former les jeunes sur les thématiques de la laïcité et du féminisme. Enfin, vous êtes le porte-parole du Parti de la laïcité et de la démocratie en Algérie dans la section immigration. Je vous laisse sans plus tarder la parole. C'est vrai que le parcours militant est avec beaucoup de casquettes, mais il a une casquette principale, c'est que je ne dissocie pas mon combat féministe de la laïcité. Madame la sénatrice, mesdames et messieurs, éminents et moins éminents, mais pour moi vous êtes tous éminents auditeurs et auditrices de cette assemblée, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais m'exprimer aujourd'hui et je commencerai parce que, comme l'a dit notre ami, il faut commencer toujours avec beaucoup d'humour. Alors je vous dis, je suis très contente de vous rencontrer, mes chers amis, mes chers enfants, gâtés de la laïcité. Quel plaisir de vous rencontrer et de vous écouter, mais parfois, qu'est-ce que j'ai mal au ventre de voir les nombreux compromis, voire compromissions, et le manque de courage politique qui commence à s'initier dans ce pays. Et c'est pour cette raison que j'ai donné comme titre à mon intervention « La laïcité, une même exigence pour les deux rives ». Dès lors qu'on évoque l'Algérie d'aujourd'hui, l'on se rend compte qu'elle a disparu des écrans de l'information. Après une période particulièrement sanglante et médiatisée, c'est apparemment le calme plat qui prévaut depuis la fin des années 90. Mais est-ce une réelle accalmie ou une pause trompeuse qui annonce de nouvelles turbulences? Dans le contexte du bouillonnement des révoltes arabes, l'Algérie apparaît comme un pays tout à fait singulier qui échapperait à la logique des révolutions en cours et qui se distinguerait par une stabilité enfin retrouvée.
la question qui se pose, pourquoi donc l'Algérie n'aurait-elle pas subi la contagion du prétendu printemps arabe? Ce calme apparent, en fait, est le résultat d'une stratégie mûrement réfléchie qui joue du bâton de la répression et de la carotte de la paix sociale que le pouvoir algérien finance à coups de milliards pour éteindre les feux de la colère populaire. Mais ce qui différencie radicalement l'Algérie des autres pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient est que le terrorisme islamiste a fait de ce pays une véritable boucherie qui laisse de profondes stigmates dans la mémoire des Algériennes et des Algériens. Au lieu de s'appuyer sur l'adhésion populaire de la société de la lutte contre le terrorisme pour engager le pays vers une véritable issue de la crise, le pouvoir a préféré brader les intérêts de la République sur l'autel de la compromission avec l'islamisme politique. Une telle démarche a toujours caractérisé notre pouvoir politique. Déjà, dès l'indépendance, les femmes ont été priées de retourner à leurs fourneaux au prétexte que leur mission était achevée. La trahison a continué lorsque le terrorisme islamiste a fait irruption dans le pays des années 90, bien que les femmes aient payé un lourd tribut dans la résistance contre le fils et les groupes armés, les femmes attendent toujours d'être reconnues dans leurs droits à l'égalité, alors que les assassins se pavanent en toute impunité au nom des pseudo-lois de la concorde civile et de la réconciliation nationale. Oui, en Algérie, nous avons connu ce que certains appellent l'islamisme radical. Est-ce que les nouveaux prestigitateurs du verbe, aujourd'hui, nous parlent d'islamisme modéré? Alors nous, on a connu toutes les phases. Et nous, on sait qu'il s'appelle islamisme, un point, c'est tout. Et qu'il n'a qu'un objectif, c'est la régression, et c'est un projet politique. Et ceux qui sont encore à se demander ce qu'est l'islamisme, ce n'est pas dans Wikipédia qu'on le trouve, c'est dans la réalité vécue au quotidien par les hommes et les femmes. Dans un tel contexte, le combat des femmes est extrêmement difficile et complexe. Les femmes se battent contre un pouvoir islamo-conservateur redoutable. On ne niera pas que notre société algérienne est patriarcale et traditionnaliste. De plus, nos luttes sont contrariées aussi par l'aveuglement d'un Occident opportuniste qui place ses intérêts économiques au-dessus du combat pour la démocratie et les valeurs universelles et se rend ainsi complice des pouvoirs en place. La première violence politique pour les femmes algériennes, c'est celle, depuis 1984, d'avoir inscrit dans leur quotidien, leur existence, leur vie, dans les mailles des préceptes religieux qui les abaissent et les humilient. Les amendements de 2005 n'ont rien changé ou très peu. C'est précisément ce code de la famille algérien que nous surnommons code de l'infamie, comme on préfère l'appeler en Algérie, ce code inique qui régente la famille selon les préceptes de la charia, roi religieuse obscurantiste. Il met les femmes sous tutelle et en fait des mineurs à vie. Aujourd'hui, aucune femme, fût-elle cadre supérieur ou même ministre, peut se marier sans l'autorisation d'un tuteur matrimonial qui est bien sûr un mâle, qu'il soit le père ou à défaut un oncle ou un frère. Nous le surnommons notre tueur matrimonial. Le divorce est sévèrement encadré au plan juridique. Toujours unilatéral, la répudiation, c'est-à-dire le divorce automatique, est l'apanage exclusif des hommes, tandis que la femme est toujours sujette au divorce conditionnel. Et si celle-ci veut vraiment se libérer de son mari, elle est obligée, comme une esclave, de racheter sa liberté, moyennant une compensation, suivant la procédure juridique du rôle. Le code algérien de la famille est à l'antipode du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Polygamie maintenue, autorité parentale accordée à la femme divorcée et non à la femme mariée, inégalité devant l'héritage, devant le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un homme, interdiction du mariage d'une musulmane avec un non-musulman. Ce qui est terrible, c'est que même certains progrès peuvent s'avérer pervers lorsqu'ils sont détournés de leur objectif initial, comme par exemple le certificat médical prénuptial, qui devient purement et simplement
un certificat de virginité sous la pression obscurantiste de l'officier d'état civil islamiste. L'avenir des femmes en Algérie, comme d'ailleurs partout dans le monde, est inconcevable sans la séparation du politique et du religieux. Il ne pourra pas s'imaginer sans la laïcité et se construire dignement sans l'édification de l'État laïque. C'est pourquoi nous exigeons non seulement l'abrogation de ce code de la famille, mais aussi l'annulation de l'article 2 de la Constitution algérienne qui proclame que l'islam est religion d'État, car notre objectif principal demeure l'instauration de lois civiles égalitaires. Ce qui freine nos luttes est le fait que nous, en tant que femmes algériennes, comme d'ailleurs toutes les femmes originaires des pays musulmans, pâtissons de discrimination sexiste, y compris lorsque nous résidons sur le territoire français et que nous avons acquis la nationalité française. En effet, je ne parlerai pas des conventions bilatérales parce que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, mais je préfère dénoncer toutes les petites choses qui se passent en catimini dans ce pays. En effet, certaines mairies françaises poussent le zèle à exiger des binationales qui épousent des Français non musulmans, mes amis gaulois, un document auquel aucun texte de loi française ne fait explicitement référence. Il s'agit du certificat de coutume délivré par les consulats algériens ou marocains pour authentifier le caractère halal du mariage. Ce certificat de coutume n'est obtenu qu'à la condition où le futur époux non musulman produit une attestation validée par un imam et confirmant sa conversion à l'islam. De telles pratiques sont contraires à la laïcité et contreviennent au principe d'universalité de la loi. En effet, une telle pièce n'est pas exigible lorsque l'épouse n'est pas d'origine musulmane. Est-ce qu'il l'exige à Françoise? Non. Au lieu de placer les femmes binationales dans un rapport de distanciation vis-à-vis de coutumes contestables, de telles attitudes renforcent le communautarisme au détriment de la citoyenneté. À preuve du contraire, le mariage français est civil et n'a pas vocation pour être reconnu à tomber sous le coup de prescriptions religieuses ou de coutumes archaïques qui sont la négation même du principe d'égalité. Au lieu de nous considérer comme des citoyennes à part entière, nous sommes perçus encore en France à cause de comportements relevant du relativisme culturel comme des citoyennes françaises à part. Cela me rappelle étrangement l'époque coloniale qui nous avait enfermés dans le code de l'indigénat et relégués au second collège. En effet, le colonisateur français avait refusé de traiter les autochtones sur le même pied d'égalité que les autres ressortissants européens en les affublant du vocable de français musulmans. Cette tendance obsessionnelle à ne pas nous voir hors du religieux et de ses pesanteurs, à nous refouler de façon systématique dans le champ clos de catégories présupposées, nous plombe en exacerbant les archaïsmes. Au bout du compte, ce parti pris nous ferme la porte à la citoyenneté et nous jette dans les bras du communautarisme et du repli identitaire. La citoyenneté, pour être pleinement et entièrement assumée, doit se déployer dans toutes ses dimensions. Elle n'a pas à être lestée de tout autre facteur qui nuirait à son expression totale. Nous nous construirons en tant que citoyennes et nous nous libérerons des entraves du passé qu'à la seule condition où nous serons traités à l'identique comme toutes les autres citoyennes et que l'on aura rompu avec le deux poids, deux mesures. Au nom de spécificités culturelles, on veut nous assigner à des identités figées. On niant notre aspiration à vouloir vivre dans le respect, la dignité, à l'égalité comme toutes les autres femmes du monde et à ne plus vivre sous le joug de lois archaïques. À chaque fois que la laïcité a reculé, le communautarisme a progressé et les femmes en ont ressenti les effets dévastateurs dans leur quotidien. En effet, dans les quartiers, la poigne de fer des chaperons, le contrôle étroit du frère aîné et le tutorat du mâle se resserrent sur les femmes au motif que les contacts et la mixité engendrent des influences malfaisantes sur leur moralité. Dans un tel contexte, les activités dans l'espace public, notamment artistiques et sportives, deviennent de plus en plus difficiles pour les femmes. Aujourd'hui, dans nos établissements scolaires, il est difficile, voire impossible, d'enseigner la philosophie des Lumières. Convoquer Voltaire, Rousseau, Diderot pour éclairer le débat de société est devenu une hérésie. Derrière ces remises en cause se profile un projet politique
réactionnaire, un projet de société obscurantiste qui vise en premier lieu les femmes pour les maintenir dans leur rôle traditionnel, leur assigner un rôle de complémentarité et en faire un complément d'objet direct. Pire encore, aujourd'hui, l'on sait que de jeunes Français se sont fait exploser comme des kamikazes dans des attentats terroristes et l'on compte plusieurs dizaines de djihadistes français dans les rangs des islamistes syriens. Le prosélytisme et l'intégrisme ne sont pas propres à une communauté. Ils touchent la société de façon transversale. Les évangélistes, de plus en plus nombreux, diffusent de façon de plus en plus assidue leur littérature nauséabonde à la sortie des métros et des gares du RER. Ils n'hésitent plus à être agressifs dans les quartiers et à frapper à nos portes. Jamais, au grand jamais, les intégristes catholiques n'ont été aussi nombreux dans les rues à Paris et en province. Hier, leur rassemblement passait inaperçu. Aujourd'hui, ils sont des dizaines de milliers à dénoncer le mariage pour tous et leurs formes de lutte se sont considérablement diversifiées. Leurs voix, de plus en plus fortes, viennent y compris à remettre en cause les acquis arrachés, voilà un demi-siècle, comme le droit à l'avortement. C'est parce que la France a failli à son rôle de république laïque que nous avons favorisé la montée des intégrismes. Ceux qui refusent encore de voir que l'extrémisme religieux a déjà gangréné nos territoires en France doivent se raviser. Les extrémismes se sont développés parce qu'ils se nourrissent l'un de l'autre. Nous les voyons battre le pavé ensemble pour contrecarrer la marche en avant de la société. Ceux qui pensaient que l'islamisme politique restait confiné à la communauté musulmane ou bien qu'il restait limité à certaines banlieues constatent ces débordements et qu'ils touchent par ses effets, y compris ce que l'on appelle les Français de souche. Mais j'enregistre, et je l'ai dit dernièrement avec satisfaction, que de plus en plus de féministes partent en guerre contre l'extrême droite catholique face aux remises en cause des acquis et considèrent à juste titre que cette extrême droite catholique est dangereuse vis-à-vis du droit fondamental des femmes à disposer de leur corps. Mais dès qu'il s'agit de dénoncer l'islamisme politique, nous ne les trouvons pas toujours à nos côtés pour dénoncer les atteintes à nos droits. Certaines organisations féministes françaises et européennes nous considèrent même comme dangereuses et que quand nous nous élevons contre les aspects les plus rétrogrades et les plus humiliants de nos archaïsmes culturels et religieux. Faudrait-il alors que l'on se taise face au maintien du code de l'infamie contre toutes les formes de violence, qu'elles soient portées dans un cadre juridique moyenâgeux ou assénées par un quotidien insupportable? Faudrait-il que l'on s'arrête de fustiger les mariages forcés? Faudrait-il que l'on demeure sans voix contre les crimes d'honneur, l'excision, la flagellation, la lapidation? Faudrait-il qu'on se taise contre les islamo-dollars de l'Arabie saoudite, du Qatar, qui commanditent et financent l'idéologie islamiste et que l'on nous présente comme le remède miracle de nos banlieues? Certaines ont même poussé l'outrecuidance à nous qualifier de racistes et d'islamophobes. Peut-être faudrait-il désormais affréter des avions, pour ne pas vous dire des charters, pour montrer à ceux et à celles qui ne veulent pas voir ce qu'est devenu l'Algérie après le tsunami islamisme, ce qu'est devenu la Tunisie dans la peste de Ranouchi. Certains et certaines auraient même besoin de passer des stages en Arabie saoudite, au Qatar, au Soudan, en Égypte, pour se rendre concrètement ce qu'est l'enfer islamiste et enfin d'essuyer les yeux. Nous ne souhaitons ni mourir étouffés dans le carcan de loi d'un autre âge, ni devenir de serviles volontaires. Nous aspirons simplement, à l'instar de toutes les femmes du monde, à être reconnues comme des êtres humains soumis aux mêmes droits et aux mêmes devoirs que les hommes. La laïcité est un bien commun et non un principe franco-français. La laïcité ne s'accommode pas de frontières et s'oppose à l'essentialisme. Elle transcende le particulier pour atteindre l'universel. Elle se veut loi générale pour l'humanité entière, parce que tout simplement, l'humanité est une. L'avenir des femmes en Algérie, comme d'ailleurs partout dans le monde, est inconcevable sans la séparation du politique et du religieux, et il ne pourra s'imaginer sans la laïcité et se construire dignement sans l'édification d'États laïques. Je vous remercie.
Nous allons pouvoir prendre deux questions très courtes.